Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Audrey, qui a 43 ans et qui souffre d'algie vasculaire de la face, de névralgie d'Arnold et du trijumeau. Avec Audrey, nous avons parlé des conséquences dans sa vie, de l'arrivée de ces maladies, mais aussi des nombreuses solutions qu'elle a testées et parfois approuvées. Notamment, l'opération qui a changé beaucoup son quotidien de malade. Même si la maladie est encore là, elle est présente de manière moins régulière et surtout moins intense. Malgré un parcours difficile, rempli de douleurs terribles, le témoignage d'Audrey est rempli d'espoir. Oui, on peut s'en sortir, et comme elle le dit si bien elle-même, reconstruire sa vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci beaucoup de te rendre disponible pour enregistrer ton témoignage aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux sociaux et donc je suis vraiment très heureuse de t'avoir à mon micro aujourd'hui et puis de connaître un peu mieux ton histoire. Et je suis sûre que je ne serai pas la seule parce que je sais que tu as une communauté très investie auprès de toi. Merci à toi, je suis très contente de pouvoir participer. Alors on va commencer à raconter un petit peu tout ton parcours. Est-ce que pour débuter, tu pourrais nous dire quelle est la pathologie dont tu souffres et quels sont les symptômes associés à cette pathologie ? Alors j'ai une névralgie d'Arnold et une algie vasculaire de la face. La névralgie d'Arnold, ce sont des douleurs qui partent de l'arrière de la tête, qui remontent sur le sommet du crâne et qui peuvent s'étendre sur le visage. L'algie vasculaire de la face, ce sont des crises qui sont d'une violence inouïe autour de l'œil, essentiellement, et qui s'étendent aux dents, au visage. Le visage est complètement broyé, complètement pris en otage. Quand est-ce qu'ont commencé les premiers symptômes ? Alors, je te laisse décrire si les symptômes ont commencé en même temps ou si ça a été évolutif et que les deux pathologies sont détachées. Je te laisse nous raconter ça, mais à quel moment les premiers symptômes d'une pathologie ou des deux, si ça a commencé en même temps, à quel moment ça a commencé ? Alors, j'oublierai jamais quand les symptômes ont commencé. C'était le dernier week-end d'un janvier 2018.
Je rentrais d'Italie. J'étais en voiture, donc en tant que passagère, et j'ai commencé à avoir mal à l'arrière de la tête. Mais pas un mal de tête classique, comme je pouvais avoir avant. C'était vraiment comme un bleu, comme un hématome. Et la douleur s'étendait vraiment sur tout l'arrière de la tête et remontait sur le sommet du crâne. Donc au départ, je suis restée sur cette douleur pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Puis petit à petit, la douleur s'est développée, accentuée. Et à ce moment-là, on était sur une névralgie d'Arnold. Donc le diagnostic de la névralgie d'Arnold a été assez rapidement posé, même s'il y a eu un mélange avec des migraines au début, mais on était quand même bien dessus. Ouais, donc ça a été diagnostiqué rapidement et tu as des traitements qui t'ont été proposés tout de suite qui ont été efficaces? Aucun des traitements n'a fonctionné. J'ai été acharnée toutes les semaines chez mon médecin généraliste parce que je pouvais pas comprendre qu'on puisse avoir mal à la tête comme ça et que ça ne s'arrête jamais, quoi. Il y avait pas de moment de pause, pas de répit, les antidouleurs, rien ne fonctionnait. Jusqu'à un mois après, donc c'était le 24 février 2018, comme quoi les dates sont marquantes, une douleur tellement intense, j'ai cru que je faisais un AVC, que qu'un vaisseau avait éclaté dans ma tête, tellement la douleur était forte, et j'ai fini aux urgences. Là, aux urgences, c'était un peu compliqué. Je crois aussi qu'étant une femme, les diagnostics sont plus longs parce que le mal de tête chez la femme, c'est classique. Avec la charge mentale, le stress, les hormones. On m'a demandé si j'avais mes règles, si j'étais pas enceinte. On m'a fait un test de grossesse dans la foulée pour pour confirmer. Et là, on était aussi sur une névralgie d'Arnold et on m'a fait quand même passer une IRM à ce moment-là parce que je n'avais pas encore passé d'imagerie. Et là, quand vous sortez du bilan et qu'on vous dit vous avez rien, l'IRM est parfaite. Bon, on va pas aller loin. Et donc là, on m'a fixé un premier rendez-vous chez une neurologue. Premier rendez-vous, pareil, que je n'oublierai jamais. On m'a dit mais tout va bien chez vous à part la tête. Donc à part vous la couper, j'ai pas de solution. Là, j'ai compris que ça allait être compliqué, que j'allais pas trouver de solution rapidement et que ça allait être compliqué. Donc c'est cette neurologue qui pose quand même le diagnostic de névralgie d'Arnold. Confirme et valide la névralgie d'Arnold. Donc on est vraiment que sur la névralgie d'Arnold à ce moment-là. Donc il me parle de rien d'autre et qui me fait une belle ordonnance d'anxiolytiques et d'antidépresseurs et puis qui m'a dit d'aller consulter d'ailleurs aussi un psychologue parce que pour elle, il y avait rien d'anormal à part cette névralgie d'Arnold. Névralgie d'Arnold qui d'ailleurs au passage je trouve est vraiment très banalisée parce que dès que vous avez un peu mal au cervical, à l'arrière de la tête ou un peu mal à la tête, on a vite tendance à poser ce diagnostic de la névralgie d'Arnold. Mais la vraie névralgie d'Arnold, elle fait très mal. C'est pas juste une tension cervicale qui vous fait mal à la tête. Et justement, je me posais la question, pour poser le diagnostic, ça repose uniquement sur l'examen clinique et sur les dires de la personne? Les symptômes, l'examen clinique et l'imagerie est en fait demandée pour écarter les pathologies plus graves. Voilà. D'accord. Oui, une tumeur par exemple, éventuelle au cerveau. D'accord. Et donc comme ça part aussi au niveau des cervicales, est-ce qu'on peut imaginer que par exemple, dans ton cas, faire de l'ostéopathie ou être manipulé peut aider? C'est la première intention. D'ailleurs, on le dit, de faire de l'ostéo, de voir un chiropracteur, la kiné. Alors en plus, moi, ma mère est ostéopathe, donc c'était le comble. Mais ça a eu aucun effet, voire aggravé les symptômes chez moi. Comme quoi, on est vraiment toutes et tous différents devant les techniques de soins, les approches, les médicaments, même d'ailleurs. Chez moi, rien n'a fonctionné, quoi. Les séances kiné, j'ai vite arrêté, je repartais, je titubais tellement j'avais des vertiges. D'accord, donc tu as eu des vertiges associés. Oui, vertige, tous les symptômes à côté, vertige, nausées, j'ai perdu plus de 10 kilos à cause de ces nausées. Donc là, j'imagine que ta vie se met un petit peu à l'arrêt. Est-ce que à ce moment-là, tu travaillais? Comment c'est? Alors à cette époque-là, j'étais installée à mon compte depuis presque 10 ans. Donc quand on est à son compte, j'étais esthéticienne et praticienne de médecine chinoise, donc en plus dans les médecines douces, et j'ai pas réussi à me soigner. J'ai mis plus de 5 ans à arriver à me faire une clientèle, arriver à tourner, arriver à me faire un salaire, parce que c'est pas évident quand on est entrepreneur. Et il a fallu que j'arrête mon entreprise, ça a été un déchirement, mais petit à petit, j'ai dû faire ma cessation d'activité. D'accord.
À quel moment qu'est-ce qui se passe dans les semaines ou dans les mois qui suivent et à quel moment les douleurs qui après vont s'apparenter donc à l'algie vasculaire de la face vont arriver? Alors en fait, je pense qu'elles sont arrivées assez rapidement, mais j'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. C'est pas évident, même on va prendre 2 malades qui souffrent de la même pathologie, on va pas l'expliquer de la même façon, mais j'avais déjà des sortes de crises au visage, mais que je mettais tout en relation avec l'arrière de la tête, que tout était lié en fait. Oui, que ça envahissait finalement, c'était tellement intense que ça passait sur le visage et tu te disais pas qu'il y avait peut-être une autre Je pathologie? pensais que c'était tout lié, puis après quand les crises, parce que la vraie crise d'algie vasculaire de la face, il n'y a pas de doute par la suite, quand elles se sont vraiment installées, euh, là j'ai su que c'était vraiment une crise d'AVF, que on n'était plus sur la névralgie d'Arnold. D'ailleurs maintenant, avec l'expérience, si je peux dire, je fais vraiment la différence de quand c'est Arnold, quand c'est le trijumeau. Je dis le trijumeau parce que l'AVF est liée au nerf trijumeau. Je fais vraiment la différence maintenant. Donc, tu consultes rapidement quand tu vois que tu as des nouveaux symptômes avec ces crises très forts au niveau du visage? J'ai été une acharnée d'aller chez le médecin. En plus, mon médecin généraliste à cette époque est tombé malade. Donc, il a eu remplaçant sur remplaçant. Donc, c'est très compliqué de devoir à chaque fois raconter son histoire, réexpliquer les symptômes, repartir de zéro. C'était très compliqué. Donc, au final, j'ai changé de médecin généraliste et je la bénis. J'ai une perle avec moi et franchement, d'avoir un médecin généraliste qui est à votre écoute, même s'il n'a pas forcément de solution, ça change tout. Vraiment, on se sent pris par la main. Je souhaite à tout le monde d'avoir un médecin généraliste et c'est capital, même s'il n'a pas de solution, mais c'est capital d'avoir un bon médecin généraliste qui nous accompagne. J'ai vu d'autres neurologues par la suite, mais sur Grenoble, donc j'habite sur Grenoble, c'était pareil, les mêmes diagnostics que la première, sauf qu'ils étaient un peu plus humains, on va dire, pas mis dans la case à me dire que c'était psychologique. Mais je me suis retrouvée complètement désemparée à cette période-là. Et là, merci Internet et les réseaux sociaux et les groupes de malades, car j'ai trouvé un groupe de malades, j'ai rencontré une malade de névralgie d'Arnold, qui est d'ailleurs devenue une de mes meilleures amies maintenant, et elle s'est fait opérer, elle, dans une clinique en Suisse, à Lausanne, de la névralgie d'Arnold, car il existe des spécialistes de ces pathologies. Et donc me voilà partie à Lausanne. Donc là, on est d'accord que tu n'avais pas encore ton diagnostic de l'algie vasculaire? Non, D'accord. on est bien d'accord, on était vraiment sur la névralgie d'Arnold. Et une fois en Suisse, ça a tout changé une fois arrivée là-bas, car j'étais face à un médecin qui me disait oui, donc la névralgie d'Arnold, vous avez mal là, oui, c'est des douleurs qui sont terribles, là vous avez le nerf trijumeau, là on a commencé à me parler du nerf trijumeau. Des douleurs sur le visage, au niveau du dent, on m'a fait passer d'autres tests qu'on ne fait pas en France. Et là, je me suis sentie entendue et ça fait un bien fou. C'est-à-dire, je suis pas folle, mes douleurs, elles sont là, elles sont réelles. Et je vois même pour l'entourage, parce que ça se voit pas, on n'est pas compris. J'étais pas comprise, je me suis sentie pas comprise, quoi, dans ma douleur, prise au piège dans ma douleur et toute seule avec ma douleur. Et ce chirurgien qui m'a écoutée, qui m'a proposé des soins. Donc j'ai eu des infiltrations, j'ai été opérée. D'ailleurs à Lausanne, c'était en 2020. Bon, des soins sur le moment qui m'ont aidé, une opération qui m'a aidé à ce moment-là. De toute façon, j'étais à un moment là où j'ai vraiment touché le fond à cette période où je suis allée en Suisse. Hein. Je m'isolais, pas dans une dépression, mais pas loin. C'était le moment de faire quelque chose. Cette opération m'a aidé pendant 2-3 mois, m'a réparé les douleurs du côté gauche d'Arnold, parce que forcément je l'avais des deux côtés, non c'est pas drôle, bilatéral. Donc le côté gauche a quand même été amélioré depuis l'opération, mais voilà quoi, ça m'a coûté très cher et ça n'a pas été ça n'a pas été une réussite totale chez moi. Mais si c'était à refaire, de toute façon je le referais, c'était sans regret. Bon, ça m'a coûté très cher, mais j'étais à une période où j'avais touché le fond. C'est une opération qui n'est pas proposée en France? Non, ils ne la font pas en France. En fait, bon, alors les chirurgiens ici chez nous vont vous dire que la Suisse, une partie des chirurgiens, pardon, je rectifie, que ce sont des charlatans.
Voilà, ils aiment pas cette opération qui se fait en Suisse. La fille avec qui j'avais pris contact a été soignée à 100% de sa névralgie. Donc il y a des réussites. Je connais des malades chez qui il y a eu une vraie réussite. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai osé franchir le pas. Elle consiste en quoi, si on explique grossièrement En cette gros, opération? ils enlèvent tous les tissus cicatriciels, tout ce qui est autour du nerf. C'est pas une opération abrasive, c'est moins lourd que ce qu'on nous propose en France. Voilà. On D'accord. va dire que c'est moins risqué. C'est une opération qui est moins risquée, peu risquée. Ok. Donc toi, malheureusement, tu as une réussite partielle et qui te soulage pendant quelques mois, mais qui après, malheureusement, la maladie reprend le dessus. Ça a repris le dessus. Et comme j'avais le côté gauche qui était quand même soulagé, et ben maintenant je sentais le côté droit, mais puissance 100, comme on dit, dès que quelque chose est soulagé, on le sent plus de l'autre côté. Et là, je repars dans mes recherches sur internet et je vois un neurologue sur Paris qui est spécialisé dans la migraine, dans les céphalées. Donc j'habite Grenoble quand même, juste pour resituer. Et donc me voilà avec un neurologue parisien qui lui, dès le début de la consultation, me dit « Mais vous avez une algie vasculaire de la face ». Alors je commençais un peu à m'en douter à force de faire des recherches, à être sur les groupes de malades, à entendre parler d'algie vasculaire, j'y pensais quand même. Et là, des vrais traitements commencent. Donc c'est de l'oxygène à domicile, par exemple, que je n'avais pas. Et puis tout plein de traitements. Les triptans? Voilà, des triptans, des piqûres de triptan. Bon, je vais pas citer les noms des médicaments, je sais pas si... mais voilà, c'est essentiellement des bêta-bloquants ou des traitements pour le cœur, la tension. Traitements qui fonctionnaient, mais que je ne supportais pas. Je ne pouvais pas les prendre. Alors déjà, je suis tombée à 40 kilos, donc j'étais quand même plus très épaisse, et je ne supportais plus les traitements. Je ne pouvais plus me lever de mon lit. J'avais à peine 8 de tension, la tête qui tournait sans arrêt. Donc on m'a fait arrêter les traitements assez rapidement. Et donc j'étais de nouveau sans traitement, à part des traitements pour les crises. J'avais plus de traitement de fond. Oui, il te restait uniquement l'oxygène. Et tu pouvais quand même faire Voilà, les qui était injections peu pendant efficace. les crises ou ça même tu ne le Alors supportais pas? l'oxygène, il faut pas se rater en fait, et c'est là que quand on est, entre guillemets, novice de sa maladie, on sait pas à quel moment faut brancher l'oxygène. On a du mal à comprendre sa crise. Maintenant, je sais quand une crise démarre, ou commence la douleur, ou je sais qu'elle est partie. Et des moments, c'est ça qui est pas facile, c'est que la crise arrive et puis vous savez pas comment elle va monter en intensité, si elle va s'arrêter, si ça va au contraire partir dans tous les sens. Et c'est là que l'oxygène, il faut vraiment le démarrer dès le début de la crise. C'est ça, c'est très important pour couper, sinon après, la douleur est tellement intense que l'oxygène rattrape pas. Chez moi, en tout cas, si je commence pas dès le départ, ça sert à rien après. Et les piqûres de triptan, pareil, je les ai pas supportées. Mon cœur, il partait à 140, 150. J'ai d'ailleurs un suivi cardio chez un cardiologue depuis tous ces traitements, car j'ai une tachycardie tout le temps. Mon cœur, chez moi, il est à 80-90, c'est ma moyenne, c'est ma normale. Alors avec la piqûre, je partais dans tous les sens. Donc j'ai la version de triptan en spray dans le nez. Et ça te soulage lors de crise? Ça soulage la crise, mais on peut en prendre que 2 par jour. Donc quand il y a 8 crises par jour, on se dit bon, alors celle-ci je la gère pas. Chez moi, le pire c'était la nuit. J'en ai des frissons rien que d'en reparler. Quand la crise arrivait la nuit, vous avez l'impression que vous allez mourir. Enfin, c'est terrible ce qui se passe la nuit. Je trouve tout est amplifié, le silence. En plus j'ai un mari, j'ai 2 enfants, des enfants qui sont plus grands maintenant, mais donc qui étaient plus petits avant. Je voulais pas faire de bruit, pas réveiller. Il y avait l'école, la nuit, c'était terrible. Je passais la nuit après avec des fois des vomissements à cause des médicaments que je supportais plus, la tête à se frapper la tête contre un mur tellement la douleur est violente. On se dit mais c'est pas possible, je vais avaler ma boîte de médicaments pour que cette douleur s'arrête. On peut pas avoir mal comme ça. Maintenant, je les gère plus du tout comme ça. Là, j'expliquerai plus tard, mais j'ai quasiment, je touche du bois, plus beaucoup de crises. Mais je les gère maintenant. Quand la crise elle arrive, bon, allez, on va prendre notre petit cocktail.
on va prendre cher un petit peu et puis ça va passer. Voilà, j'ai plus cette angoisse terrible de cette douleur inhumaine. Comment réagissait ton entourage, ton mari, lors de crises notamment? Les premières fois, il s'inquiétait et puis impuissant parce qu'en plus, c'est pas la crise où je reste, et puis d'ailleurs tous les malades sont comme ça, où je reste dans le lit à pas bouger, c'est qu'il y a une agitation. La douleur est tellement forte qu'il y a une agitation, on tient pas en place. Il faut qu'on bouge, j'étais assise, debout, faire les 100 pas, retourner se coucher. Alors après, essayer de me mettre de la glace, de m'entourer la tête dans de la glace. D'ailleurs, si je pouvais me mettre la tête dans le congélateur, c'est formidable. J'ai d'ailleurs des copines après qui m'achetaient carrément les masques à mettre au congélateur pour le visage vert. Je ressemble à Hulk quand je me mets ça sur le visage. Mais ouais, la glace m'apaise. Ok. Et du coup, qu'est-ce que te propose cette neurologue qui enfin met un mot finalement sur toutes ces douleurs et ces crises extrêmement douloureuses? Donc ce neurologue parisien était bien avec les nouveaux traitements, les anti-CGRP dont on parle beaucoup, et puis j'en avais aussi beaucoup entendu parler également sur Internet, sur les réseaux sociaux, beaucoup de malades en utilisaient. Bon, là encore, c'était 245 € par mois, car c'est un traitement qui est pas remboursé. Donc il m'en parlait pas forcément parce que voilà, c'est un médicament qui a un coût, et c'est donc moi qui lui en parle. Et il me dit, bon, si pour vous financièrement c'est bon, on essaye. Et donc j'essaye cette injection, encore une piqûre. Ça aussi, le corps reçoit à force d'avoir des piqûres, traitements. Et cette piqûre fonctionne. Enfin, la douleur est apaisée. Quand on passe de 10 de douleur à 8, déjà, mais c'est un bonheur, c'est un bonheur, c'est une extase. Même si pour quelqu'un d'autre, ça serait horrible d'être encore aussi douloureux, mais pour moi, c'était du bonheur. Et donc, pour résumer, j'ai pris cette piqûre pendant 30 mois. On peut faire le calcul, 30 fois 245. J'ai beaucoup dépensé pour me soigner, mais au fil des mois, la piqûre devenait moins efficace. Enfin, sur moi, je parle pour moi. Elle est devenue, au bout d'un an, même déjà, je voyais que les effets, il y en aurait fallu 2 par mois. Mais bon, voilà, on passait à 500 € par mois. Ce traitement, il est pas pris en charge de manière générale, ou c'est parce que avec l'agie vasculaire de la face, il n'y a pas de prise en charge à 100% en ALD? Alors, à la base, c'est un médicament qui est pour la migraine, mais il n'est pas remboursé non plus pour la migraine. Comme il existe en fait énormément de médicaments qui sont remboursés pour la migraine et qui ont fait leur preuve, pour le moment, ils estiment qu'il y a suffisamment de médicaments sur le marché qui ont fait leur preuve et qui sont remboursés. Ok. Mais il y avait déjà des hôpitaux qui proposaient des perfusions de ce médicament, pas forcément du médicament que je prenais, mais son cousin ou sa cousine en perfusion, et là c'est pris en charge dans le cadre de la migraine. Et ça, tu as pu en bénéficier? Non, parce que mon CHU à Grenoble ne le propose pas. D'ailleurs, maintenant c'est proposé vraiment de plus en plus en France. Je pense que les malades arrivent à y avoir accès, mais chez moi ils le proposent pas. D'ailleurs là, j'attends un prochain rendez-vous au centre de la douleur. Je vais leur reparler juste pour savoir, même si je veux pas reprendre ce traitement, mais simplement pour savoir où ils en sont et s'ils avancent un peu sur ce sujet, pour que ce soit plus juste et plus équitable pour tout le monde. Oui, une accessibilité des soins partout en France de manière égale, oui. Ah oui, on voit bien que c'est différent. Quand on se parle entre malades, on se dit moi je suis à Grenoble, j'ai ça, moi à Paris j'ai ça, moi à Marseille j'ai ça. C'est complètement différent. D'ailleurs, un neurologue marseillais que j'ai consulté en visio il y a à peu près 2 ans, je voulais avoir aussi un autre avis. Et pareil, lui m'avait dit, mais moi vous venez à Marseille et je vous fais votre piqûre, et ça sera remboursé. Et à ce moment-là, c'était pas possible pour toi de faire les déplacements? C'était trop compliqué? J'étais en train de réfléchir déjà à une opération à faire. J'avais les trajets. Voilà, même en TGV, ça faisait 3 heures. Et puis il arrive un moment, il y a j'ai envie de dire, je crois que j'étais lassée
toujours faire les trajets, toujours les soins, je crois que j'avais envie de me poser et je crois j'ai eu un stade aussi où laisse-moi tranquille. Là, je vais gérer, faire comme je peux et voilà. Oui, il y a une vraie lassitude dans la prise en charge de sa pathologie, de rechercher tout le temps, d'être à l'action et C'est ça, puis faut vraiment être acteur de sa santé, y aller et là où après j'ai quand même où je suis quand même libérée maintenant, c'est que je suis vraiment suivie dans mon CHU qui est à 10 minutes de chez moi. Maintenant, je suis enfin au CHU de Grenoble, j'ai un neuroradiologue, neurologue, neurochirurgien et enfin, je suis dans le centre antidouleur. Le centre antidouleur ne me répondait pas ni à la demande de plusieurs demandes de ma généraliste. Je n'avais pas de retour. Bon, le Covid est passé par là, je veux bien, mais bon, c'était compliqué. donc malheureusement, ce traitement, tu vois les effets qui commencent à devenir moins importants pour toi. Est-ce qu'à ce moment-là, on te propose autre chose, une autre prise en charge? Et ben, on m'a proposé une opération. Donc la pose d'un neurostimulateur occipital. C'était il y a pas très très longtemps, c'était il y a quelques mois. Oui, il y a 9 mois. Exactement, le 5 décembre 2023. J'ai eu un bon délai de réflexion parce que c'est pas rien, un corps étranger. Même si pour les neurochirurgiens, c'est une opération complètement classique pour eux, c'est 3 fois rien quand on les entend. Mais bon, pour le malade, c'est quand même pas rien d'avoir des électrodes implantées sur les nerfs dans la tête. Et puis moi j'ai un boîtier au-dessus de la poitrine, d'autres malades ont le boîtier dans la fesse ou sur le ventre, moi il est au-dessus de la poitrine. Je suis pas très épaisse, bon c'est pas le côté esthétique, le fait que ça se voit, c'est pas ça qui me gêne, c'est le fait de le sentir comme ça. Mais bon, j'aime beaucoup une citation d'Aristote, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Donc voilà, je prends ça. C'est mieux maintenant, donc c'est pas grave. Je fais avec ces mots-là. Je préfère ceux-là que ceux d'avant. Ok, donc tu te lances dans cette opération-là. Il y avait quand même des retours assez enthousiasmants par rapport à cette opération-là? Oui, je me serais jamais lancée dedans si j'avais pas eu des retours de malades. Alors je savais que sur la VF, que ça allait être plus compliqué à traiter, mais sur la névralgie d'Arnold, j'avais vraiment des bons retours. Et puis là, j'en suis encore la preuve, c'est que ma névralgie d'Arnold, là, elle est complètement enrayée depuis l'intervention. Ok, elle est en dormance complète depuis l'opération. Voilà, c'est ça. Elle s'est réveillée la semaine dernière car j'ai eu un petit accrochage en voiture. Je conduis plus moi, mais j'étais passagère à l'arrêt, donc le choc a pas été violent. C'est une voiture à l'arrière qui nous est rentrée dedans, mais ça a suffi pour me la réveiller. Et là, les décharges électriques, les brûlures sont revenues dans la tête et je n'en avais plus eu depuis le mois de décembre. Donc j'ai eu assez peur que ça revienne vraiment. Et puis on a augmenté ma stimulation et ça s'est arrêté. Donc vraiment, ça a vraiment un impact positif sur ma névralgie d'Arnold. Est-ce que pour les personnes qui imaginent peut-être faire cette opération-là, tu pourrais nous dire comment se passe le post-op? Est-ce qu'il y a des soins particuliers? Est-ce que c'est douloureux? Comment ça s'est passé pour toi en tout cas? Alors chez moi, le post-op n'a pas été douloureux du tout. Donc je parle pour mon cas parce que je sais que pour d'autres malades, c'est pas le cas. Mais non, chez moi, ça n'a pas été douloureux du tout. Ma cicatrice au niveau du boîtier au-dessus de la poitrine n'a pas été douloureuse du tout. Les soins, c'était ont duré que 15 jours pour celle du boîtier, soins infirmiers tous les 2 jours, changement de pansement. Le boîtier, lui, me faisait mal. J'ai eu du mal à lever le bras. Même là, ça peut m'arriver encore des fois que le bras, je n'arrive pas à le lever ou que c'est au niveau pectoral, ça appuie sur le muscle, donc j'ai une gêne à ce niveau-là. Après, à côté des douleurs de la maladie, voilà, il y a une gêne, mais c'est pas douloureux, une douleur comme la maladie. Après, chez moi, la cicatrice à la tête a été plus longue à guérir. Normalement, il faut 15 jours. Chez moi, ça a pris un peu plus d'un mois. Oui, un peu plus d'un mois. Bon, c'était la période de Noël, mais là aussi, il faut être acteur de sa santé, car le dernier soin infirmier, elle m'avait enlevé donc le pansement. J'ai voulu voir la photo parce que forcément à l'arrière de la tête, je ne pouvais pas voir. C'est vrai que c'était joli, c'était propre. Sauf que 2 jours après, je sentais une croûte. Donc on m'a repris en photo, je l'ai envoyée à l'infirmière et elle me dit non, ça me semble correct. Alors moi, le semble correct après une neurochirurgie avec un matériel implanté dans la tête, c'était pas possible. C'était le 24 décembre, donc pas de médecin,
personne. Je suis allée voir l'infirmière et pas l'infirmier, pardon, le pharmacien qui lui m'a dit non, ça a pas l'air infecté, c'est propre. Voilà, il m'a rassurée en me disant que ça pouvait attendre. Et le 2 janvier, tout de suite chez mon généraliste qui m'a dit on reprend les soins infirmiers. À partir du moment où il y avait une petite croûte, il fallait quand même nettoyer. Et là, j'étais repartie encore pour une semaine de soins infirmiers. Mais là aussi, comme quoi, il faut s'écouter. Parce que si j'avais pas cherché à me titiller la tête sans arrêt et à sentir ce que j'avais au bout des doigts, ben, j'aurais pu laisser courir et ça aurait peut-être pu être plus grave. Mais sinon, non, le post-op, franchement, à part beaucoup de repos, car je me sens quand même beaucoup plus fatiguée qu'avant. Bon, j'étais déjà fatiguée, mais bon, je suis beaucoup plus fatiguée qu'avant. Bon, il y a une anesthésie générale quand même. Moi, c'est plutôt la salle de réveil que j'ai mal vécu. Bon, c'est aussi c'était ma première vraie opération en France, je vais dire, parce que j'étais petite pour les autres, donc j'ai peu de souvenirs. La Suisse, je vais pas comparer parce que j'avais l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles, toute seule en salle de réveil, rien à voir avec le CHU où on est 20 tous les uns sur les autres. Mais j'ai mal vécu ce que j'ai mal vécu, c'est la salle de réveil et les soins à l'hôpital pour mon intimité. Je suis quelqu'un de très pudique et le bassin, je l'ai très mal vécu. Enfin, le fait qu'on prenne pas le temps, mais ils ont pas le temps en plus. Enfin, ils ont beaucoup de travail et je leur jette pas du tout la pierre. Elles font bien comme elles peuvent. Mais de pas m'expliquer, alors attention, là je vais vous baisser votre slip, on va vous laisser faire pipi, prenez votre temps, ça se passe comme ça. Moi je ne savais pas ce que c'était le bassin, on m'avait pas expliqué et c'était un choc pour moi. C'était violent. La douche, c'est pareil, quand on se retrouve à deux pour vous laver, c'était très violent pour moi la première fois. Ah oui, effectivement, oui. Enfin, je sais que ça en fait sourire beaucoup quand je raconte, mais parce que c'est naturel, mais pour moi, c'était violent. Et puis ça touche à son autonomie aussi, devoir être lavé par deux personnes. Bah, de voir qu'on peut plus se laver, voilà, c'est ça. Voilà, c'est le seul côté, pour moi, négatif vraiment de l'hôpital. Sinon, non, tout s'est très très bien passé. Est-ce que l'opération a quand même eu des vertus par rapport à l'algie vasculaire de la face? Oui, parce que j'ai moins de crises et les crises sont moins violentes. Enfin, elles sont plus vite enrayées par rapport à avant. Donc, la maladie, elle est toujours là. J'ai une douleur de fond qui est là, qui est quotidienne, que je supporte plus. Ça se tolère. Je suis plus en train de prendre des médicaments toute la journée, mais les douleurs sont toujours là. Voilà, c'est pas l'opération miracle qui fait l'effet on/off. Enfin, c'est pas le cas chez moi, mais ça améliore ma qualité de vie quand même. Je suis moins en souffrance. J'arrive à mieux gérer. Oui, justement, tu disais que tu les gérais complètement différemment aujourd'hui. Bah là, quand j'ai une crise, maintenant, je prends ma petite télécommande. C'est là que je me sens un peu femme bionique. J'augmente mon électricité, enfin mon intensité. Je me repose. Bon, quand vraiment ça va pas, je prends 1, 2, voire 3, des fois ça peut arriver, médicaments. Mais c'est plus du quotidien, plusieurs fois par jour ou de manière répétitive comme avant. Et les médicaments agissent mieux, je trouve. Quand je les prends, ça passe, voilà, ça dure plus des heures, je passe plus la nuit entière de crise à faire les 100 pas, ça fonctionne mieux. Là, si je prends les médicaments, que j'augmente ma stimulation, je peux rester couché, je me détends, ça passe. Ok. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et puis bon, avec les années aussi, j'ai envie de dire, on s'habitue. Oui, malheureusement, on s'habitue à tout. On s'habitue à tout. Puis on apprend à vivre avec aussi. Est-ce qu'on t'a proposé dans ton parcours de soins les cures de kétamine? Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de ça pour justement les traitements de l'algie vasculaire de la face, entre autres. Oui, d'ailleurs, ça vient après, quoi. Là, après l'opération, on m'a dit que si j'avais besoin, c'était envisagé. Pour le moment, t'en as pas ressenti le besoin? Bon, j'avoue que là, psychologiquement, je suis pas prête à faire encore autre chose parce que je me dis, là, j'ai sauté le pas de l'opération, c'est pas encore pour aller... C'était justement pour moins prendre de médicaments, donc là, je veux me laisser le temps de bien explorer tous mes programmes. Il y a une chose que je veux faire et que je veux retester, c'est le Botox, la toxine botulique au niveau du visage.
car on m'en a fait en Suisse. Bon, ça avait pas été efficace très très longtemps, mais bon, comme je dis, quand on souffle, le peu de temps, c'est toujours ça de prix. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Parce que quand on parle Botox, forcément, on imagine les soins de chirurgie esthétique, pardon. Alors là, c'est pareil, ils le font en première intention pour la migraine. Donc ils piquent sur différents endroits de la tête. Et alors en France, je sais pas exactement comment ils procèdent, s'ils doivent piquer le visage aussi, parce qu'en Suisse, ils me piquaient le visage. Parce qu'ils me travaillaient vraiment sur le nerf trijumeau en Suisse. Ils me piquaient le visage au départ des sourcils, enfin sur le sillon nasogénien, là où j'ai mal, quoi, au niveau du nez, de la bouche. L'idée, c'est de venir figer quelque chose? Voilà, c'est de venir figer le nerf. En fait, c'est de le pas, entre guillemets, de le paralyser. Une fois il bouge plus, quoi. Il peut plus émettre son signal de douleur. Ok. Et ça, c'était relativement efficace pour toi? En Suisse, ouais, ça avait marché. Après, quand je dis dans la durée, c'est que, ouais, je crois peut-être une semaine ou 10 jours, j'avais de calme. Mais bon, c'est déjà énorme. Donc, quant au centre, moi, de la douleur, il m'avait dit, ah, mais non, mais ça avait pas été efficace, on le met de côté. Bah, c'est là que je suis pas tellement d'accord avec eux. Mais c'est vrai que mon premier rendez-vous au centre de la douleur, honnêtement, heureusement que j'avais déjà le recul nécessaire sur ma pathologie, que j'avais fait un bon cheminement, parce que c'est déprimant. Enfin, le malade qui arrive et qui sait pas et qui cherche 1000 solutions. Moi, mon premier rendez-vous, alors, vous avez pris ça comme médicament? Oui, oui. Ah, celui-là, vous l'avez pas pris, on va l'essayer. Non. En fait, non. J'arrête ces médicaments-là, les antidépresseurs, les antiépileptiques, je les supporte plus, donc je n'en essaie plus. Et là, j'avais déjà demandé donc le Botox, j'avais demandé le cannabis thérapeutique, et il m'avait dit oui, mais ça c'est en fin de parcours, et c'est là que j'ai encore plus compris qu'on était ils ont des protocoles, peu importe la maladie en fait. Ils ont un protocole à respecter, et il faut respecter les cases. Oui, et peu importe finalement aussi ce que la personne est prête à essayer ou pas. Il s'est pas adapté à ce que le patient a déjà vécu, et là où il nous dit non, ça c'est pas possible pour moi. Par contre, ça, je serais éventuellement prêt à. Si ça rentre pas dans les cases, c'est pas possible. C'est ça. Et l'opération, normalement, là, j'ai brûlé 2-3 étapes avant de. J'ai vu le neurochirurgien. Je lui ai dit au centre antidouleur, ils m'ont mis là pour 1 an de RTMS. La RTMS, en fait, ils vous mettent des électrodes, une sorte de casque pour vous envoyer une sorte d'électricité pour la douleur. Et le neurochirurgien m'a dit, mais vous voulez le faire? Je lui ai dit absolument pas. Je sais que ça va pas être efficace, que je vais perdre 1 an encore. Il m'a dit bon moi je vous le déconseille aussi. Oui, la RTMS, c'est la stimulation magnétique transcrânienne. Et après, il peut y avoir la TDCS, où là, c'est électrique. C'est ça, avec l'électricité. Mais effectivement, j'ai pas de retour positif sur la pathologie, enfin les pathologies dont tu souffres. Oui, non, mais j'avais regardé les malades qui l'avaient essayé. Mais c'est dans leur protocole, moi, c'est ce que j'ai vraiment compris. Ils ont un protocole. Faut rentrer dans les cases. Comment tu vis aujourd'hui, 9 mois après cette opération, justement? Alors, c'est ce qui est assez drôle, c'est que j'ai du mieux, mais j'ai du mal à dire que je vais bien, enfin que je suis mieux. Je pense que j'ai encore besoin de temps après cette opération. Des moments, c'est comme si j'avais pas le droit de me plaindre. J'ai cette opération, j'ai du mieux, mais c'est pas évident, ce corps étranger, les douleurs qui sont toujours là, même si elles sont plus supportables. Voilà. Mais dans ma tête, avant l'opération, je savais que ça allait pas me soigner, donc j'ai pas eu une désillusion après. C'est pas ça. Puis je crois que comme on disait tout à l'heure, il y a une lassitude aussi d'un moment. En fait, ça s'arrête jamais. Quoi qu'il se passe, c'est ça. Faut apprendre à vivre avec. Bon, je pense avoir appris à vivre avec, mais il y a des hauts, des bas. Bon, en ce moment, voilà, il y a eu l'effet reprise aussi. J'ai 2 enfants, l'effet rentrée. Donc stress, beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça aussi qu'en ce moment, petit coup de moins bien, mais ça va repartir. Je repars. Tu as beaucoup de suivi encore aujourd'hui, pluridisciplinaire par rapport à tes pathologies? Moins. Franchement, moins. Là, le neurochirurgien, je dois le revoir que si j'ai un réglage à refaire. Parce que la stimulation, les réglages, ça se passe à l'hôpital.
J'ai mon suivi neurologue tous les 6 mois où je fais un point avec ma neurologue qui est très disponible et ça aussi c'est exceptionnel. Et j'ai ma généraliste qui est là, que je vois assez régulièrement dès qu'il m'arrive quelque chose et il m'arrive toujours quelque chose donc je la vois assez je la vois assez régulièrement. Mais sinon non, le suivi est bien moins intense qu'avant. J'ai eu beaucoup d'infiltrations au CHU, j'ai eu de neurolyse aussi avant, tout ça. Là, j'étais tout le temps, le CHU était ma deuxième maison. Là, je peux pas dire qu'en ce moment le CHU soit ma deuxième maison. Là, j'ai fait une petite pause avec le milieu hospitalier. Ça fait du bien. Oui. Le matériel qui est implanté, il peut rester à vie, il a une durée de vie limitée, ça se passe comment? J'ai une pile à changer, alors ça dépend entre 5, 6, 7, 8 ans, ça dépend. Mais bon, moi, vu que le matériel, que je suis branchée 24 heures sur 24, je pense que la pile va finir par vite. Je pense que je vais être dans les 5-6 ans. Ok, mais le reste du matériel ne bouge pas, il y a pas besoin de le changer? Normalement, non. Après, il y a le risque, un risque infectieux, un risque que les électrodes bougent, que le boîtier bouge, mais il me faudrait un choc. Après, tout peut arriver si, le pourcentage est minime, mais oui, ça peut arriver. Ok, mais en tout cas, on te dit pas, c'est sûr qu'au bout de 10 ans, il faut refaire l'opération, changer tout, etc. Non, je le vois. Normalement, ma pile est juste à changer en gardant mes électrodes, mais bon, on n'est pas à l'abri Oui, bien d'une sûr. électrode défectueuse, d'un problème technique. Mais ça, c'est plutôt, voilà, un problème. C'est vrai qu'il y a des chirurgies où il y a un matériel qui est implanté et on sait que ça a une durée de vie limitée. Là, c'est pas le cas et c'est quand même une bonne nouvelle. Chance ou pas chance. Qu'est-ce que tu aimerais partager à une personne qui soupçonnerait les pathologies dont tu souffres ou qui viendrait d'apprendre qu'il a par exemple une algie vasculaire de la face? Surtout, de ne rien lâcher avec son médecin. Il faut un bon médecin généraliste, un bon suivi avec un neurologue. Et le malade sait ce qu'il a. On est la personne, on se connaît le mieux. Et quand on dit qu'on a mal, on a mal. Et de pas se laisser maltraiter par le milieu médical. Il faut parler. Et puis même avec son entourage, sa famille, ses amis. Moi, je travaille là-dessus aussi. J'ai un suivi psy, ça c'est important, non pas pour dire que la douleur est psychologique, mais pour aider dans le quotidien. Je parle pas assez chez moi. Moi, quand je suis pas bien, je dis je suis fatiguée. Quand je dis je suis fatiguée, c'est que je suis au bout de ma vie. Et je dis je suis fatiguée. Mais quand je dis je suis fatiguée, on ne sait pas que je suis pas bien. Si je dis pas que je suis pas bien, voilà. Moi je travaille là-dessus encore, mais doser. Voilà, il faut parler. Faut dire ce qu'on ressent. Mais vraiment, faut pas abandonner. C'est un combat de tous les jours. Faut rien lâcher. Parce que des solutions, même si elles sont pas miraculeuses, mais il y a des solutions qui existent. Il y a beaucoup de solutions en fait. Mais c'est vrai qu'il faut pour cela être entendu et avoir les bons interlocuteurs autour de soi. Oui, ça change vraiment la donne et ça change tout. C'est ça. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter? Qu'on apprend à vivre avec la douleur. Même s'il faut avoir le recul, faut l'entendre. Enfin, moi, il y a quelques années en arrière, j'aurais pas pu y entendre, je pense. Donc, je conçois que ce soit difficile à entendre. Mais on apprend à vivre avec la douleur et on peut se reconstruire. On peut tout perdre. C'est ce qui s'est passé pour moi. Mais on peut se reconstruire une vie, vraiment. Et ce que je vis actuellement, je ne l'aurais pas vécu si je n'avais pas cette maladie. Et quelque part, je suis contente de vivre certaines choses. Bon, même s'il me serait bien passé de la maladie, mais je veux dire, si cette maladie, elle est arrivée, que j'ai eu ce parcours, enfin, il n'y a pas de hasard non plus. Mais on apprend à vivre avec et vraiment, faut garder un espoir et il ne faut pas s'isoler. Donc, même si on a peu de famille, peu d'amis, enfin, maintenant, on a la chance avec Internet, les groupes de malades, les réseaux sociaux, les associations, se rapprocher d'associations. Moi, c'est aussi ce qui m'a aidé de faire du bénévolat. Et je continue d'en faire. C'est avoir un but. Moi, c'est ce qui me sauve aujourd'hui, c'est d'avoir un but. Tu disais que tu avais 2 enfants. Comment tu as réussi à conjuguer la maladie Ça, c'est très compliqué. Et ton rôle de maman? Ça, c'est très compliqué. Maintenant, mon plus grand a 17 ans, le plus petit 12. Mais c'est très difficile. La charge mentale est
très très difficile. Enfin, ma belle-mère m'aide beaucoup. Enfin, surtout quand avant il y avait les allers-retours à l'école, les activités extrascolaires. Maintenant ils sont plus grands, donc c'est vrai que ils se débrouillent un peu plus tout seul. Le grand s'occupe un peu plus de son petit frère aussi, mais c'est très difficile. Enfin, franchement, même encore là des soirs, la charge mentale des repas, les rendez-vous médicaux pour les enfants, parce que ça aussi il y en a beaucoup. C'est à greffer en plus de son parcours et de sa maladie. La charge mentale est énorme, vraiment, et faut se faire aider. Enfin, moi, j'essaye au maximum de me faire aider, d'alléger cette charge mentale. Là, j'ai trouvé maintenant à me faire livrer, pas des repas tout prêts, mais avec toutes les formules, il y a différentes marques qui existent, se faire livrer des repas clés en main où il n'y a plus qu'à cuisiner, les recettes sont faites, mais ça me libère déjà 2 soirs par semaine d'avoir pris cela. Je me dis, ces soirs-là, je sais ce qu'on mange. La question des adolescents, qu'est-ce qu'on mange? C'est terrible. C'est une bonne idée. Est-ce que tu as des projets dans ta vie personnelle ou professionnelle, ou pour le moment c'est encore trop compliqué à imaginer? Alors, je suis donc en invalidité catégorie 2, mais je peux quand même travailler quelques heures. J'ai eu des propositions de travail que j'ai refusées dernièrement, ne me sentant pas capable physiquement avec ma santé de pouvoir le faire. Mais au niveau de l'association, bon, je parle dans le bénévolat, hein, oui, j'ai beaucoup de projets et c'est vraiment ce qui me tient là. Il y a la journée de la douleur le 17 octobre où je vais être au CHU de Grenoble. Alors ça m'anime de pouvoir proposer. Je vais proposer un atelier de dessine-moi ta douleur sur des galets. Donc là, je suis en train de chercher des galets, des feutres acryliques pour pouvoir préparer toute cette animation. Voilà, c'est ce qui me tient. Ton engagement dans le milieu associatif. Oui, c'est ça. De pouvoir redonner d'une certaine manière aussi certaines choses que tu as pu recevoir et qui ont pu t'aider et le transmettre aux autres. C'est ça, pouvoir transmettre et puis pouvoir aider d'autres personnes. Parce que dans cette association où je suis, on est sur toutes les douleurs chroniques confondues, donc pas que sur ma maladie. Mais en fait, peu importe les douleurs, peu importe la maladie, on se retrouve tous dans dans la même souffrance, enfin quotidienne, que ce soit au niveau professionnel, au niveau social, dans sa vie de famille, personnelle. On a toutes et tous les mêmes problèmes. Et peu importe les douleurs. Et c'est ça qui crée du lien. Et en fait, c'est ça quelque part qui est chouette, j'ai envie de dire, c'est que on n'est pas seul, et de pouvoir en parler et d'échanger avec d'autres personnes qui vivent la même chose, c'est super. C'est ce qui aide. Oui, je le vois avec le podcast aussi. C'est ce qui fait la différence. C'est ça, se dire ah oui, et puis après de le faire partager, d'écouter, c'est ça, on vit tous la même chose. C'est ça, quand on écoute là tous les podcasts, on se dit tous, on se retrouve. On a beau ne pas avoir la même pathologie, on a plein de similitudes et de points communs. C'est ça. Merci beaucoup Audrey d'être venue aujourd'hui témoigner un petit peu sur ton parcours et l'histoire de tes 2 pathologies, et j'espère que ça va pouvoir aider les personnes qui écouteront. J'espère aussi, et vraiment, faut garder espoir. Même si c'est dur, très dur. Oui, en tout cas dans ton cas, on voit qu'il y a une belle évolution et que t'as pas lâché et que ça vaut le coup. Et c'est pas terminé, je l'espère. l'espère. Bien sûr. Je vais continuer. Et tu nous donneras des nouvelles si t'as d'autres évolutions positives à dire. Oui, bien sûr. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Audrey d'avoir parlé de ton histoire et merci pour cette dose d'espoir que tu nous partages aujourd'hui. J'ai trouvé très intéressant que tu puisses, malgré toutes les souffrances endurées, te dire qu'il y a une raison pour laquelle ces maladies se sont invitées dans ta vie, que tu arrives aujourd'hui à voir ce qu'elles t'ont apporté de positif aussi. J'aimerais vous inviter, vous aussi, mes chers auditeurs, si vous souffrez d'une maladie chronique, à vous poser ces 2 questions-là. Quel sens cela a dans ma vie que la maladie se soit déclarée? M'a-t-elle apporté quelque chose de positif dans ma vie? Si vous ne trouvez pas de réponse aujourd'hui, c'est ok. Si cela vous met en colère, car pour vous il n'y a aucun sens à y trouver, c'est ok aussi. Pour ma part, je crois que cette maladie est là pour me dire que je dois respecter mes limites, apprendre à dire non, et surtout me mettre au centre de ma vie. La maladie m'a aussi apporté beaucoup, aussi étrange que cela puisse paraître. Elle m'a donné la force de faire de grands changements professionnels, mais elle m'a aussi amené à entrer en thérapie et faire un grand travail sur moi.
Pour cela, je lui suis reconnaissant d'une certaine manière. Je vous laisse avec ces questions et ces mots en suspens. Si cela vous questionne, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur le compte Instagram du podcast. N'hésitez pas à partager celui-ci autour de vous pour le faire connaître afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.